Bonjour, bonsoir à tous en fonction de l'heure à laquelle vous regardez du coup cette vidéo qui traitera de l'épisode 4 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Comme à chaque fois je le fais en live le jour même et donc du coup ceux qui sont dans le chat du coup auront eu les avis du coup avant vous. Tandis que pour ceux qui sont sur YouTube vous regarderez ça après, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour pouvoir voir mes live réactions à l'avance et même tout ce qui est let's play et autres projets dont je parle régulièrement sur Twitch. Donc voilà. Et pour ceux qui regardent depuis YouTube, sinon merci à vous de regarder du coup depuis YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode comme à chaque fois. Et bien entendu vous abonner aussi parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder mais pas forcément à follow. Donc si vous aimez bien mes avis en général et ce que je dis, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais que vous aimez bien quand même mes propos, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Et encore une fois, merci aux donateurs de soutenir du coup ce que je fais sur les réseaux, que ce soit sur Twitch, Twitter, enfin Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, bref, la même chose qu'à chaque fois. Du coup, bonjour à tous dans le chat. Et comme les autres fois, je vais du coup vous donner un peu un avis au fur et à mesure de l'épisode. De tout ce que j'ai vu avec du coup ma chérie qui encore une fois on lui dit merci a pris des notes du coup mais cette fois-ci du coup les notes vous allez pouvoir les voir. On va pas mettre, c'est pas le bon truc que je vais mettre. Voilà. Oui j'ai entendu, oui madame pas contente elle veut que je monte gna gna gna. Donc tac, donc voilà tac, donc du coup vous allez pouvoir voir les notes en temps et lieu avec les blagounettes qu'elle s'amusait à mettre. Voilà. Du coup on va faire ça pour les prochaines fois parce que voilà, de toute façon vu qu'elle a pu le faire sur le PC c'est plus pratique. Donc comme à chaque fois, alors avant de faire ça du coup je suis stupide, bim. Donc avant de vous donner mon avis de point par point de l'épisode, de ce que j'ai trouvé appréciable ou pas, de ce qui m'a fait aimer ou détester, on va commencer bien entendu par la partie no spoil. Alors partie no spoil, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Déjà je lui mets en note, je lui mets un 5 sur 10. Comparé aux autres, l'épisode 1 par exemple et 3 où j'avais mis un 6 sur 10 et l'épisode 2 que j'avais mis un 7,5, c'était celui que j'avais le mieux noté, celui que j'avais le plus apprécié en tout cas. Là l'épisode 4 du coup, je l'ai trouvé mieux que l'épisode 3 en termes de rythme et il y avait moins de trucs chargés. On sent que l'épisode 3 ils ont été chargés à mort, alors que là ça a un peu plus pris son temps. Il y a quand même des moments que je trouve inintéressants. Ils essaient de développer des arcs qui ne servent pas vraiment au récit même si après quand tu analyses tu te dis bon ok, finalement tu sens que ça sert à faire un peu évoluer le personnage, on tend à essayer de voir un développement de personnage sur telle ou telle personnalité, donc encore ça va. Découverte de personnages aussi qui était très cool. On sent surtout, ce que j'ai surtout ressenti, c'est pour un certain personnage en particulier, et certaines scènes aussi, même à la toute fin de l'épisode, par exemple la phrase qui est balancée par un certain personnage, encore une fois je ne le dirai pas vu qu'on en partie no spoil, on sent que les showrunners étaient en mode « Hey, Peter Jackson, t'as pas mis ça dans les films? Eh ben nous on va le mettre !» Littéralement ça, c'est complètement ça. Donc du coup c'était assez amusant comme réaction, cette réaction que j'ai eue m'a fait assez marrer. Moi-même, oui, je rigole de moi, tout à fait. Je rigole de mes propres blagues, je suis quelqu'un de narcissique. Voilà, après les musiques, il y en avait des très belles. Il y a eu des belles surprises quand même dans cet épisode. Et une en particulier de surprise que j'aurais voulu ne jamais voir apparaître dans la série. Parce que ça n'a putain de rien à foutre là. Putain de rien à foutre là. Encore le Gaydol qui est là dans le rune, pourquoi pas, puisque de toute façon on sait pas ce qu'il fait avant et on sait pas ce qu'il fait, tout ça, donc bon, voilà, il y a 20 minutes utiles dans l'épisode, le reste on s'en fout. Concrètement je suis assez d'accord avec toi Pépito, c'est vrai, on est sur 20 minutes de trucs qui servent pas à grand chose, qui font pas nécessairement avancer l'intrigue, à part faire avancer certains personnages. Du coup salut Respawn, t'as pas raté grand chose, je suis en partie no spoil Respawn, t'as pas raté grand chose. Donc effectivement il y a certains trucs, bon tu te fais chier quoi, mais bon il y a un machin, t'es là fait mais putain mais qu'est-ce que ça fout là? On en parlera en partie spoil, mais putain qu'est-ce que ça fout là? Ce truc là c'est pas avant le 3e âge, qu'est-ce que ça fout là?
Donc bon, j'en ai vu un qui était en mode hey, c'est génial, hashtag notre bon Elrohir qui voit toutes les choses bien alors que pourtant il y a des trucs de merde, mais bon, ça c'est Elrohir. Et ça a pas une vision des choses. Oui, je fais un petit tacle à Elrohir pour l'embêter. Du coup, encore une fois, dans le chat, n'oubliez pas, on est en partie de no spoil, donc on ne spoile pas dans le chat pour cette partie-là, s'il vous plaît. Donc, ceux qui ont vu l'épisode, bah, du coup, ne dites rien, et ceux qui l'ont pas vu, bah, vous pouvez encore continuer la partie spoil, enfin, no spoil. Des trucs aussi sympas où on sent que, bah, les mecs, bah, ils ont quand même certains droits des livres, donc certaines chansons, certaines façons de jouer de certains acteurs pour certains personnages où tu fais ok, là c'est le personnage tel que je l'imaginais. Un peu plus gay, ça aurait été mieux, mais voilà, par exemple. Certains trucs dans le Rune où je suis toujours en mode c'est de la merde. Et une belle surprise qui pop dans le tas, tu fais oh, je m'y attendais pas à celle-là, bah c'est plutôt cool. Donc pareil, dans les terres du Sud avec ils font une recherche pour essayer de retrouver Theo qui a disparu dans l'épisode 3. Bah là tu fais oh putain c'est génial, ils ont pensé à faire ça. Bon, on s'en doutait déjà dans l'épisode d'avant, moi j'en doutais. Mais et puis bon, j'avais vu les bandes annonces, donc voilà. De toute façon vous le savez, pour ceux qui ont vu mes vidéos analyse du coup des bandes annonces, vous savez, je pense de quoi je parle. Surtout pour ceux qui ont vu la série, surtout pour ceux qui ont vu l'épisode de ces fameux créatures que je me disais bah tiens c'est cool, on va les voir, ça fait plaisir. Des nouvelles créatures, encore une fois, ils ont fait popper une créature qui est nouvelle, encore une fois, pourquoi pas, elle était assez intéressante, un design un peu space, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait ça me fait penser au King Kong de Peter Jackson. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Cette scène-là, cette fameuse scène dans King Kong, qui en a traumatisé plus d'un. Le pauvre Andy Serkis qui se fait bouffer en plein de morceaux. Enfin, il se fait manger. Donc voilà. Donc les musiques toujours. Certains personnages où tu sens qu'il y a une petite évolution qui se fait petit à petit et c'est plutôt cool. Il y a une mise en avant assez intéressante de certains. D'autres où au début tu fais on en a rien à foutre. Et finalement bah là je commence à vraiment avoir plus un intérêt. Je pense notamment bah du coup à Poppy et Nori, donc nos deux semi-hommes, nos deux pieds velus. Donc j'ai trouvé ça, j'étais en mode bon ok, j'aimais bien. Ça, pour une fois, là, je commençais à m'intéresser. Je me dis, putain, enfin, là, je me dis, ok, c'est cool, c'est intéressant ce qu'ils proposent. Même si dans la saison 1, le coup des alphelins, en mode qui se baladent, tout ça, et qui ont une propre, qui sont en mode nomade, ouais, c'était sympa, il y avait des trucs assez intéressants, mais après le reste, putain, c'était chiant. Tandis que là, c'est moins chiant. C'est quand même mieux, c'est mieux que la saison 1, mais, bon, voilà. Quand même des trucs un peu chiants. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit encore? Ouais, non, c'est vrai que j'ai parlé un peu de ça. C'est vrai que c'est un épisode qui est quand même centré terre du milieu, celui-ci. Quand on voit à la place, quand on se rappelle l'espèce de cliffhanger de la saison, de l'épisode 3 un peu, enfin, ce qui se passe à Nouménor en tout cas, c'est vrai que là c'est un épisode que en terre du milieu. Oui, on est en partie no spoil, la terre du milieu. On est en partie no spoil. Donc on n'en parle pas pour l'instant. Ultra découpé, faut suivre. Bah, l'épisode 3 était très découpé et il y avait beaucoup de choses très surchargées, tandis que là, l'épisode 4 a pris un petit peu plus son temps et a moins cherché à te... Tiens, prends des infos, tiens. Et t'es en mode, c'est bon, j'arrive, je sais pas ce qui se passe. Là, c'était un peu plus détente. Un peu plus détente, quand même. Donc, Donc, bon. Quoi d'autre sur cette partie no spoil que je pourrais vous dire arrondir. Voilà, arrondir, plus le temps passe, là, plus je l'aime de plus en plus. Déjà, dans la saison 1, je me disais, ok, c'est le seul qui fait vraiment elfe de tous. Bah, c'est toujours le cas, hein, c'est celui qui fait le plus elfe de mon point de vue, mais encore, lui, c'est un elfe des bois. Donc, il a une façon de voir le monde qui est encore très différente des elfes du Lindon ou des Rhaegon qui sont pour la majorité des Noldor. Donc, un peu plus pompeux, un peu plus, regarde, nous, on est plus forts, regarde, nous, on est à Valinor, regarde, nous, on fait des meilleurs trucs. Ouais, bah, les elfes des forêts, ils sont pas mal aussi. Donc j'aime beaucoup le personnage de Ismael Cruz Cordova. Pour moi, plus le temps passe, plus il fait le personnage de Arondir qu'il dépeint est vraiment cool. Voilà. Isildur, on sent qu'il tend à faire une évolution. Voilà, hein, encore, il tend à faire une évolution, même si c'est un petit peu à chier, mais il y a des petits trucs, tu regardes, tu fais ah, c'est pas mal, ok, il essaie de mettre en avant ce côté-là. Ok, pourquoi pas, ça tend à essayer de faire un truc.
Et puis effectivement, c'est l'épisode aussi où on essaie de nous faire apparaître des romances. Pourquoi pas? C'est un truc que je fais. Mais la partie avec Arandir était cool en effet. Petit point noir avec ceux avec qui il interagit à la fin de l'épisode, cela dit. Bon, quand même pas. Mais ouais, donc dans l'ensemble, comme je disais au début de la partie no spoil, je mets un 5 sur 10 parce que il y a notamment un gros truc qui m'a trigger de l'enfer. Enfin quoi qu'en fait, je mets un 5 sur 10, en réalité, non, je pourrais monter plus quand j'y réfléchis. Maintenant que là j'emmagasine l'épisode tout ça et que je me rappelle les scènes, en réalité, je pourrais monter à plus. Je pense que je pourrais monter à 6,5, voire 7. Ouais, à mon avis, je pense que, ouais, bah voilà, Respawn, ouais, je pense que, ouais, effectivement, donc je mettrais, non, même pas un 5, en fait, maintenant, faudrait que quand j'y réfléchis, il est même mieux, l'épisode est même mieux, donc un 6,5, pardon. Hein? Oui! C'est juste une critique sur une réplique et sur les voix. D'accord. Mais donc, ouais. 7, faut pas abuser, il y a des points dérangeants. Ouais, mais c'est pour ça que je me disais, 7, c'était... Voilà. Mais 6,5, grand max, quoi. Mais en tout cas, oui, voilà. Donc, épisode quand même satisfaisant, voire même très satisfaisant sur certains points quand tu connais les livres, surtout. Et tu te dis, ah putain, c'est cool, il y a ça, je sais de quel endroit ça va. Ah, je comprends la vanne un peu à la fin de l'épisode 4. Tu fais, ah ouais, ah, quel enculé. Elle fait, salaud. Donc, moi, je mets bien. Certains personnages, du coup, des personnages qui apparaissent, d'autres qu'on savait qui existaient à cette époque-là, mais qui disparaîtront dû aux machinations de Sauron et les différentes guerres qui ravageront la terre la terre du milieu, enfin l'est de la terre du milieu, donc on en parlera après en partie spoil. L'apparition de notre cher homme très heureux à bottes jaunes, pantalon bleu et chapeau et manteau bleu, je sais plus. Ma description est un peu dépassée dans ma tête, mais en tout cas des bottes jaunes. Donc voilà, mais ouais, du coup dans l'ensemble, épisode sympa. Mais j'irai pas au-delà effectivement d'un 6,5 sur 10. Du coup, on va partir maintenant sur la partie spoil. Donc, nous sommes dans la partie spoil. Donc, si vous êtes arrivé, si vous êtes ici maintenant, c'est que vous n'en avez rien à foutre que je vous spoil l'histoire, ou alors vous avez déjà vu l'épisode. Manteau bleu, chapeau vert, non, chapeau brun, non. Ah, je sais plus. Écoutez, allez chercher la description sur Tolkien Deal de Tom Bombadil, parce que je m'en rappelle plus exactement. Mais voilà. Ah bah tiens, ça tombe bien, je dis Tom Bombadil, partie spoil. Donc du coup, comme à chaque fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On essaie de débattre en commentaire comme à chaque fois de manière raisonnée, on s'énerve pas. Enfin si, vous pouvez insulter les trucs, mais on n'insulte pas les autres personnes qui sont pas d'accord avec vous. Et du coup, je vais vous donner mon avis sur l'épisode 4 maintenant, avec en plus mon analyse point par point de tout ce merdier, avec les notes de ma très chère femme. Pas le bon truc, pack. Avec les notes de ma très chère femme que je remercie encore une fois parce que c'est elle qui me prend les notes du coup durant les épisodes pour que je me concentre à fond sur ce qui se passe. Parce que elle, la série, elle est en mode Nyeh. Alors du coup, on comprend du coup. Je suis en train de dire les conneries qu'elle a marquées. On commence l'épisode du coup avec un générique qui peut paraître un peu long. Moi, ouais, plus le temps passe, plus le générique, je commence un peu plus l'apprécier. Même si c'est vrai que la musique est un peu lente. Mais ça correspond à l'ambiance de la création du monde, puisque le générique ça fait référence à Lai Nulindali et le chant des Ainur. Donc la création du monde, tout ça. Donc bref, on commence l'épisode, on est au Havre Gris, donc on a l'impression de voir un genre de gala, les troupes sont en train, on a l'impression qu'ils font un gala un peu, enfin ça c'est marrant, mais bon, on comprend que ce qu'ils font surtout c'est on voit les troupes qui commencent à se diriger vers les bateaux, comme ils disaient avant, ils voulaient attaquer dans l'épisode précédent, ils voulaient attaquer directement le Mordor, aller faire chier Hadar dès le départ. Et du coup, on voit aussi du coup Galadriel qui a un petit peu le seum de pas être la chef et du coup qui est en mode mais d'accord, je t'écoute Elrond. Ah, je skip le rappel, le générique, peu importe les séries, etc. Pas le temps pour ça. Bah bravo Calo. Et du coup, effectivement, Elrond qui parle d'un pont. Oui, on peut passer par le pont de Laxa. Et toi, t'es là. Quel pont? De quoi tu parles? Et tu vois la carte. Enfin, on voit son. Il est en mode, ouais, tu peux me trouver genre des archers et des combattants, genre efficaces et tout. Ouais, nique ta mère. Oh, en fait, d'accord, je vais le faire. Voilà, elle passe de commandante à lieutenant. Enfin, après, j'aime bien comment ils font, du coup, petit à petit évoluer Elrond. Parce que Elrond,
au moment de la guerre de l'anneau, c'est quand même le second de Gil-galad. C'est son officier second, parce que dans les bouquins, bah, Galadriel, elle a fini par créer son propre royaume, elle commande plus d'armée à la base. Hein. Elle fonde les Régions, elle y reste quelques temps, puis après elle traverse les Régions et elle arrive dans ce qui deviendra la Lothlorien, la Lorienne, son deuxième royaume. Sauf que celui-ci, ce sera son royaume jusqu'au début du 4e âge. Donc, encore une fois, Galadriel n'a rien à foutre là. Dans la série, ils ont essayé de développer à mort son personnage pour plein de trucs. Enfin, ils la développent très mal, puisque du coup, elle a toujours pas de mari et toujours pas d'enfant. Elle a toujours pas sa fille Celebrian et son mari Celeborn. Donc bon, ça a toujours un très mauvais point concernant Galadriel. Pour moi, voilà, son évolution est vraiment au ras des pâquerettes. Bon, ils lui ont filé l'anneau unique, enfin un des anneaux, mais bon, c'est assez bizarre la manière dont ils rendaient tout le bordel, parce que bah tu te retrouves avec quelqu'un qui est... Oui, elle a des pouvoirs, machin. Ouais, c'est pas vraiment expliqué déjà dans la saison 1. Oui, mais l'anneau lui développe son... Ta gueule. Donc bref, et en tout cas, on les voit partir, et on voit enfin une ellipse. On a enfin un moment de scène quand même qui représente vraiment une ellipse temporelle. Où on comprend que voilà, il se passe quelques temps. Et pour une fois, ça change. Et ils arrivent sur un pont, le pont de Laxa, qui est pété. Surtout qu'en fait, que quand on regarde la carte, on voit qu'en fait, ils arrivent près de ce fleuve qui deviendra la rivière Brandevin. À l'époque du 3e âge, la rivière Brandevin. Sauf que la rivière, elle découpe pas des putains de falaises. Ça fait des grandes plaines. Et puis surtout, à l'endroit où ils sont, c'est qu'ils sont pas loin de ce qu'on appellera la vieille forêt, ou encore les fameux Hauts des Galgal. On va y venir. Donc du coup, la machine, Galadriel, elle a une vision, elle voit le mal que Sauron est en train d'étendre, ça sent puer du cul. Ils se disent, bon, si on passe par le nord, on va perdre 2 semaines, si on passe par le sud, ça va être un peu plus rapide. Et on dit, on passe par le sud, et il met un petit coup de pression à Galadriel, du coup. Galadriel en mode, tu casses tes couilles, ta gueule. On retourne du coup une nouvelle fois avec Jol Clodo dans les Terres d'Orune. Donc notre bon Jol Clodo qui cherche ces pauvres, ces hobbits transformés en feuilles mortes envolées lors de sa tornade précédente. Et d'ailleurs on voit effectivement comme elle a marqué, il a un giga coup de soleil sur la gueule. Et il finit du coup en fait par tomber sur... Oui j'ai dit Celeborn, pourquoi je dis quoi comme... Hein? Non j'ai dit Celeborn. Celeborn c'est son mari. Et qui finit par tomber du coup sur notre Bombadilo, qui est comme dans les bouquins. L'acteur qui le joue bien. Vraiment, il est en mode, il voit le mec, il est là, normal, bah t'es chez moi, rien à péter. Hein, vous cherchez un truc, et puis avec des phrases un peu énigmes, il chante sa petite chanson, même plusieurs. Donc j'étais là, je fais putain, c'est vraiment mon truc. C'est vraiment, enfin, petit détail à la con, enfin bref, Tom Bombadil, quoi, et ça fait plaisir. Ouais, mais pourquoi les elfes sont pas à cheval? Nous sommes pressés, partons à pied. Ah putain, oui, ça Pépito, c'est vrai, complètement vrai. Les elfes qui, au lieu de partir à cheval, partent à pied comme des glandus. Voilà, pourquoi pas. Et donc du coup, on tombe sur le Tom Bombadil qui est, eh ben vraiment comme dans les bouquins. Enfin, c'est vraiment comme je me l'imaginais. Un petit Bombadil un peu gay, un peu gay, qui est un peu en mode nique, rien à foutre un peu de tout ça. Donc plutôt cool. Et bah notre pauvre Papy Clodo qui se retrouve enfermé dans un arbre. Référence au vieil homme saule dans la vieille forêt. Donc le chapitre de la vieille forêt du coup est Tom Bombadil quand nos 4 hobbits traversent la vieille forêt et que je crois c'est Sam et Pipin ou Merry Pipin ou Pipin Sam ou Frodon je sais plus qui se retrouvent coincés dans le vieil homme saule et c'est Tom Bombadil qui viendra à leur rescousse. Bah là c'est un peu le même truc. Et c'est plutôt sympa parce que du coup bah c'est des références littéralement au bouquin quoi. Au chapitre en question. Donc, comme je disais en début de vidéo, comme je disais au début de la vidéo, de mon analyse, bah concrètement, ah non ça j'en ai pas parlé, j'en ai parlé avant ça. Quand on regarde l'épisode 4, on a l'impression de vraiment c'est, hey Peter Jackson, ça tu l'as pas mis, eh ben nous on va le mettre. Tiens, littéralement ça. Hein, c'est vraiment la série qui fait, hey tiens ta mère, toi tu l'as pas fait, nous on le fait. Donc bon, on sent un petit pied de nez de la part d'Amazon envers Peter Jackson. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Et donc, du coup, juste après, du coup, on a un petit, du coup, on change de plan. On tombe sur nos deux grosses bites bourres qui du coup sont vivantes sans aucun dégât. On les voit l'épisode d'avant, elles s'envolent comme des fétus de paille à l'autre bout du monde, mais elles ont atterri plus loin, indemnes. Pourquoi pas?
Et du coup, elle fuit encore un ennemi et elle se casse la gueule d'une falaise. Alors j'étais en train de me dire au moment qu'elle descend de la falaise, genre ils vont nous faire un peu une ref au Seigneur des Anneaux encore une fois, planqué sous l'arbre avec le Nazgûl autour. Ah non, elle se laisse tomber comme des grosses merdes. Alors, vu la chute, il y en a forcément une qui se pète un truc, la nuque, peut-être pour commencer. Enfin bref. Et elle tombe du coup sur ce que ma femme du coup a nommé un mec avec une coiffure d'hérisson. Alors au premier abord quand j'ai vu le truc, au niveau de comment c'était cadré, j'avais l'impression que c'était un humain. Et après quand tu vois les plans suivants, tu comprends en fait que finalement c'est lui aussi un semi-homme, un hobbit, enfin ce qu'on appellera un hobbit. Mais du coup, en tout cas, il les emmène, ça commence à discuter. Love interest en direct entre Poppy et lui. Là tu fais, non, on n'a rien demandé, merci. Enfin pourquoi faire mais bon, enfin, moi je trouve ça marrant après me dire que Poppy genre est le personnage. Pourquoi pas ça, je me disais ça pourrait être marrant. Mais en tout cas, love interest, machin. Et elles suivent Poppy qui tombe amoureuse, c'est pour me foutre en l'air, on s'en branle, pitié, déjà que les hobbits sont chiants, mais s'il faut rajouter des trucs, l'eau de rose, non, arrêtez. Du calme, c'est Pépito, du calme. Qu'est-ce que je disais donc après, elles se font guider par le mec qui leur explique qu'il y a 4 règles, enfin il en a oublié une, et il faut pas, il y a du coup une espèce de chef du village qui s'appelle la Gund, et du coup quand on arrive dans le village, on voit des hobbits qui habitent dans des trous. Dans des trous qui font penser un peu à Tatooine, mais dans des trous. Et du coup, tu apprends que, il commence à parler, vous êtes des pieds velus, enfin machin, il fait, et non, nous sommes des fortos. Alors, de ce que j'ai capté, alors moi j'ai regardé en VO, mais j'ai vu des avis qui expliquent notamment que la VF c'est la traduction de Francis Ledoux et que le sous-titrage c'est la traduction de Daniel Lauzon. Donc en VF, à l'oral ils disent nous sommes des forts et en sous-titre ils marquent nous sommes des fortos. On repassera la cohérence entre les deux. Donc c'est assez marrant. Mais donc, du coup on tombe sur un des autres clans de semi-hommes, les forts ou fortos. Parce qu'il y a 3 clans, on a les pieds velus, les forts ou fortos, et les pâles. Et donc du coup, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, je me dis tiens, ça développe un petit peu ce côté-là, donc c'est plutôt sympa. Sauf que comme du coup, ils expliquent que ils sont dans le coin pour retrouver leur pote magicien, ils sont là, magicien, le seul magicien qu'on connaît, c'est un mage sombre, c'est un connard, emprisonnez ces 2 putes. Et voilà ce qu'elles font, la violence. Et du coup, ils se retrouvent empoisonnés comme des débiles. Et il y a un des gars, il y a encore un des hommes de rune machin qui retourne dans le palais du méchant magicien et qui fait oui, ok, trouvez les pieds velus et l'autre Istar, je m'en occupe. Bon. Après, petit truc, il faut savoir que dans les séries de Tolkien, effectivement, on connaît 5 Istari qui sont arrivés en tas du milieu, les plus connus, Alatar et Palando, les mages bleus, Gandalf, Radagast et Saruman. Mais il est dit aussi que d'autres sont venus à des dates inconnues, pas au même moment, voilà. Mais on ne les connaît pas. Mais en tout cas, l'ordre des Istari, ils sont 5. Ça oui. Et ça sera au 3e âge. Dans les écrits, on va dire, canon. Parce qu'on nous parle aussi d'une version où les mages bleus sont arrivés au 2e âge. Donc voilà, et donc du coup ensuite on revient sur notre Jol Clodo qui se fait libérer par Bombadillo de l'arbre, encore une fois en causant à l'arbre comme avec plus ou moins les mêmes phrases quasiment au mot près qui dit au vieil homme saule dans le chapitre du coup de la vieille forêt lorsque les hobbits traversent la vieille forêt dans le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. J'ai encore des mots si vous avez pas compris. Et donc du coup il le sort tout ça et on retrouve juste après enfin Jol Clodo qui se lave pour la première fois depuis qu'il est tombé du caillou. Donc c'est à dire qu'il doit puer la mort. Il doit être dans ses arpillons et sa bite doivent être dans un état, j'imagine pas, même son cul. Enfin bref, ma femme qui note il y a un bébé chèvre. Et surtout en fait Tom Bombadil aussi qui du coup lui parle tout ça. Et qui sort du coup les phrases qui sort aux hobbits aux 4 hobbits quand il les accueille chez lui, avec sa femme Bédor, qui n'est pas présente là du coup, donc voilà, c'est plutôt c'est canon, même si du coup on a l'impression qu'elle est là, parce que justement notre vieux papy là, il entend du coup une voix féminine, et un Bombadil qui a l'air de parler d'une certaine Bédor. Oh, ça porte à confusion cette merde. Mais en tout cas on la voit pas. Et donc du coup effectivement bon, Jésus c'est Tom Bombadil Jesus Christ qui transforme du coup son papier en bout de pain tout ça. Ils vont se la jouer Harry Potter à l'école des sorciers. Mais arrête d'écrire des conneries.
Oui, c'est vrai en plus, oui. Non, mais apprends-moi la magie. Parce que moi, je regarde ça, je fais, mais attends, mais la magie, ça s'apprend pas dans l'univers du Seigneur des Anneaux. La magie, c'est inné. Enfin, la magie, c'est très compliqué d'expliquer la magie en termes de milieu parce que c'est pas de la magie, c'est. Genre, quand on regarde les elfes, c'est vraiment juste parce que ils ont une connexion au monde qui est 100 fois plus élevée. Toute chose qu'ils vont faire va être fait de manière au centuple. Donc du point de vue des hommes ou des hobbits, c'est de la magie. Mais pour eux, c'en est pas. Et pareil, les seuls êtres qui ont tendance à pouvoir utiliser une forme d'énergie divine, bah c'est les dieux, quoi. Salut Elessar. Tu es en partie spoil, j'espère que tu as vu l'épisode. Mais du coup, ils discutent, Tom Bombadil qui du coup sort exactement la même phrase. J'étais là avant les premières rivières, j'étais là avant les premières plantes, machin, tout ça. Et quand tu regardes le truc, tu fais... Putain, mais en fait, quand tu le vois à l'écrit, t'imagines la théorie de Tom Bombadil égale Eru Ilúvatar en forme physique sur Terre. Mais quand tu regardes l'épisode, c'est même plus une théorie. Pour toi, c'est Eru Ilúvatar en forme physique. Et ça, j'ai bien aimé. Parce que j'ai en train de me dire, putain, mais quand tu le vois en vrai, tu fais... C'est pas possible, tu es Eru. Eru, le dieu suprême, incarné sur Terre en train de se balader. Il fait sa petite vie, il s'amuse. Parce que même Gandalf lui dit, mais que faire? Enfin, ouais, je l'appelle Gandalf parce que pour moi, là, ça pue du cul. Il y a une phrase quand même, la manière dont ils parlent entre eux, t'as vraiment l'impression que c'est Gandalf. Hein. Du coup, j'espère vraiment que c'est pas Gandalf. J'ai pas envie. On a été déçus que tu étais absent du concert à du milieu. Ouais, je sais, j'ai vu la rediff, mais t'es beaucoup au début. Il est où Gellethorn? Il vient d'où Tom dans la série? Bah, Tom Bombadil, on ne sait pas d'où il vient dans les livres. C'est un personnage où on sait pas. C'est une énigme. Tom Bombadil est une des grandes énigmes, une des grandes légendes, on va dire, de la Terre du Milieu. On sait pas. Il l'a dit dans l'épisode, Gaël. De quoi? Tu seras là au prochain au moins? Oui, le prochain, je serai là. Le prochain, je serai là, y a pas de souci. Puis je me ferai un vite fait résumé d'épisode 1, 2, 3 en expliquant ce que j'avais apprécié ou pas. Il a dit d'où il venait. Non, alors dans la série, moi je parle des livres. Dans les livres, on sait pas d'où il vient. On sait juste on comprend qu'il était là avant même que le monde soit vraiment agencé. D'où la théorie de Eru Ilúvatar et Tom Bombadil. Là, dans la série, effectivement, ils ont essayé de lui mettre un petit truc du il vient de plus à l'est, il vient d'un coin, une forêt où les gens l'appelaient comme ça. Voilà. Mais c'est pas une information cruciale, quoi. En tout cas, voilà, donc il discute tout ça, et t'as vraiment l'impression que l'étranger, c'est Gandalf. Et ça me fait flipper. Donc bon. À voir ce que ça va faire. Donc ensuite, on retourne avec nos elfes qui finissent par arriver dans un coin où en anglais ils disent ils parlent du coup de Barrow-Wraith. Enfin bref, ils parlent en VF et sous-titré, c'est les tertres, je sais plus c'est quoi. Je suis le plus ancien. Oui, ça, ils disent je suis le plus ancien, tout dans le genre. Non, là, ils assument que c'est Eru Ilúvatar. Oui, ça se ressort, ils l'assument complètement. Enfin bref, on voit nos elfes du coup qui sont là, à se balader dans un coin, clairement appelé Tertre des Galgal. Avec les esprits sur lesquels ils vont se taper dessus, appelé Spectre des Galgal, ou Barrow-Wraith. Barrow-Wraith, j'arrive pas à le prononcer. J'ai vu ça, j'ai entendu, j'ai mis sur pause, j'ai gueulé un coup. C'est le Gaëtan du montage, juste pour dire que je me suis planté sur deux petites choses. Déjà parce que la vidéo, c'est une réaction à chaud, donc forcément je peux me planter, hein, on n'est pas tous infaillibles, et surtout parce qu'il y avait des souvenirs qui étaient complètement erronés. Merci à Faustéa d'ailleurs de m'avoir remis un peu sur le droit chemin par rapport à ça, et puis j'en vérifié derrière. Il se trouve que dans les contes des gens inachevés, si je ne me trompe pas c'est là, il y a un chapitre qui concerne les héritiers de Númenor, d'Arnor et de Gondor, et les Edain. Donc Edain, c'est les hommes. C'est comme ça que les elfes nous appellent, les Edain, ou les Atani, ce qui veut dire les seconds, si je me rappelle bien. Il est dit que lors de la migration des humains vers le Beleriand, donc la terre, l'ancienne partie de la Terre du Milieu qui a fini sous les eaux, il est dit que dans ce qui deviendra les Hauts des Galgal, eh bien, ils avaient déjà mis des tertres. Ils ont déjà enterré nombre de leurs habitants et de leurs seigneurs dans cette partie-là exactement du monde. Ce qui veut dire qu'en fait, les Hauts des Galgal, cette région a toujours été une zone où on enterrait les morts. Donc, à côté de ça, les héritiers de Númenor, donc d'Ardor notamment, ont continué d'enterrer leurs rois dans les Hauts des Galgal. Donc c'est cohérent que dans la série, on voit les
au Dégalgal. Deuxième chose, c'est le fait que j'ai dit que le roi Sassenangmar a maudit la zone. En fait, je me suis planté, parce que je me souvenais plus. En fait, il a pas maudit, il a envoyé des spectres pour faire chier les morts et les vivants. Donc en fait, c'est juste des spectres que le roi sorcier a envoyés et qui sont restés durant une bonne partie du troisième âge. Jusqu'à ce que nos 4 hobbits tombent sur l'un d'entre eux, et que Tom Bombadil leur sauve les miches, et que du coup ils récupèrent des lames magiques, notamment une pour Merry qui servira à pouvoir passer la barrière magique du roi sorcier Nangmar. Donc voilà, merci Faustéa, et n'oubliez pas, lisez les bouquins, c'est important. Parce que c'est une incohérence absolue. Mais c'était totalement évitable. Et et concrètement, ça vient rien cette scène-là. Juste rajouter des spectres, faire un combat machin, sacrifier l'elfe noir à l'image des vieux films de films d'horreur où quand t'as un noir, c'est le premier qui canne. Voilà, c'était littéralement ça. T'avais un elfe noir, noir humain ou noir elfe, peu importe, c'est le premier à crever. On va dire qu'ils ont respecté les codes de l'horreur, hein, quelque part. En Eregion, oui c'est ça, complètement ce qu'on disait tout à l'heure, Elessar. Ils doivent rapidement aller en Eregion, mais ils vont pas à cheval. Comme la couillonne de Gadriel qui saute du bateau dans la saison 1 et qui fait genre des milliers de bornes à la nage. Pour retourner sur Terre. Non. Non. Là, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont dû faire appel aux mêmes gars de la saison 1 qui ont fait de la merde pour leur mettre dans un coin, faire tiens, on vous remet un peu de boulot et refaites un peu de merde. Voilà. Là, c'est littéralement ce que j'ai ressenti. Ce moment-là, déjà, n'a servi à rien. Mais vraiment, hein. Je suis d'accord, je pense qu'on est d'accord pour tous dire que la scène en question, à part te dire, regarde, on a mis des spectres, ça a servi à rien. Ils ont fait crever un mec, ok. Et voilà. C'est tout, rien de plus. Ah si, c'est le mal qui revient, comme le mal est là, les cadavres se réveillent. Non. Puisqu'encore une fois, les hauts Dégalgal n'ont rien à foutre là. C'est un des pires non-sens que j'ai vu actuellement de la série. Donc voilà, donc en tout cas voilà, donc ça à ce moment-là, je vais pas en parler plus parce que ça n'a rien à foutre là. Non, car après on voit Gadriel soigner le mec. Non, c'est pas à ce moment-là, t'as pas bien suivi toi Respawn. Ce moment-là, c'est quand il se retrouve avec les orques. Rien à voir avec le mec qui est blessé. Rien à voir, t'as pas bien suivi ça. Anarion est un seigneur du temps et a créé l'Arnor dans le passé. C'est exactement ça. Exactement ça. Anarion, il a pris le Tardis, il a fait niquez-vous. Bon bref, on retourne chez les humains avec du coup la recherche du gamin débile, Théo, donc tout le monde en a rien à foutre de ce perso. Il sert à rien. Déjà en saison 1, il servait pas à grand chose. Si, l'épée magique, machin, épée magique qui aurait pu être totalement inexistante. Les orques auraient pu péter leur espèce de barrage, que ça aurait fait la même chose. Oui, mais ça, quand tu peux classe plus épique. Non, non. Quand tu fais un univers, quand tu fais une série, même que ce soit saison ou pas ou n'importe quoi, il faut des trucs cohérents. Un truc qui sert à rien ne sert à rien. Si les personnages de l'univers peuvent faire les mêmes choses sans se servir d'un outil qui concrètement sert à faire la même chose. Enfin voilà quoi, c'est jouer à des jeux de rôle, vous comprenez c'est quoi le principe de cohérence scénaristique. Là, les mecs de la série ne savent pas c'est quoi un jeu de rôle, ne savent pas comment ça fonctionne un scénario. Logique, hein, j'entends, de trucs vraiment cohérents. Il y a un problème. Enfin bref, en saison 1, encore une fois. Bon, on retourne là-bas, on sait qu'ils sont en train de le chercher, bon, c'est pas une grosse perte, mais bon, ils le cherchent quand même, et Arondir voit dans le noir un cadavre de mec totalement défoncé, mais genre sévère, et tu comprends que c'est un pied de Dance qu'il a complètement fait sproch. Vous voyez un peu à l'image de genre une limace qui traverse la route et vous lui roulez dessus en trottinette ou en vélo. Ça fait pression et même chose, version humain. Donc après du coup ils se rassemblent machin, ils se rassemblent à Pelargir, oui qui nous attaquait machin, et t'as c'est vrai qu'il se fait 70 pour chercher le gosse, on se fait chier. Bref, il répare machin. Isildur répare le puits qui est en rapport avec l'ancien aqueduc qui faisait le malin dans l'épisode 3 ou 2. L'épisode 3, je crois que c'est ça, où ils font oui, mais nous on a des aqueducs, machin, nous mène nord, nous on est bien machin. Et ils discutent avec Estrid, tu sens un côté de oh là là, love interest, love interest. Mais ce que j'ai bien aimé avec ce moment-là, c'est on commence à voir que Isildur devient de moins en moins un con arrogant, un jeune con arrogant, mais petit à petit un leader.
où ils commencent à donner des décisions cohérentes qui vont pouvoir aider les autres. On a par rapport à ça quand même une évolution du personnage qui tend à devenir ce qui deviendra, c'est-à-dire un grand roi. Qui va faire de la merde, mais un grand roi quand même. Donc il y a des responsabilités, qui sait faire des choses. Donc du coup, Arondir, lui, il est à cramer que la gonzesse Estrid leur foutait un peu à l'envers. Parce qu'elle leur dit, ouais, n'allez pas vers l'ouest, allons vers le nord, parce que voilà. Et eux, fait, pourquoi tu veux aller vers le nord? Alors, ta gueule, c'est magique. Voilà. Il cherche Théo, car c'est le roi de Pelargir. Comment oses-tu oublier ça? Ce titre qui lui a été octroyé, on ne sait comment. Ah oui, c'est vrai que quand il retrouve ça, c'est quand il retrouve Théo, ils vont l'appeler Seigneur de Pelargir, toi t'es là. Ça sort d'où votre connerie? Qu'est-ce que vous racontez comme merde? On sait même pas d'où ça sort, ça sort comme ça. Ça voilà, Théo qui devient Seigneur, on sait pas où ça sort. Enfin bref, dispute amoureuse entre les deux, on s'en bat les couilles encore. Le gosse se réveille dans un arbre-cage avec les deux autres gars et avec les autres gars et ils savent pas où ils sont. Voilà. À un moment donné, justement, la suite, on voit qu'ils se baladent dans des espèces de marais. Ils se font à pied tous les deux, du coup, dans un espèce de tas de boue. Estrid, bah, on la voit du coup qui se barre et elle revient avec un bâton. Du coup, elle décide de les aider. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Un espèce de gros serpent à tête d'insecte bizarre chelou qui va commencer à la buffer. Et puis, d'un coup, pouf, une épée qui sort de lui avec Arondir et Isildur. Genre, les mandibules du machin qu'on voit clairement vous ont pas tailladé avant de rentrer dedans. Quand je vous dis que quand on crée quelque chose, il faut faire un univers cohérent. Quand je vous dis que quand tu veux créer du bestiaire, c'est bien, fais un truc cohérent. Je sais, c'est du détail, mais fais une bête qui ressemble plus qui a plus une tronche de ver de terre géant, donc une grosse bouche qui t'aspire, plutôt que des dents avec des grosses mandibules qui te déchiquettent ta gueule quand tu te fais avaler. Mais non, les mecs ils sortent de là et puis oui, mais c'est quoi cette créature? Ah, vous savez, il y a des choses dans les profondeurs du monde, référence à Gandalf, qu'on ne peut nommer. Et du coup, il fait, ah, par contre, ça, je vais l'appeler je vais l'appeler souper. Et du coup, on va manger ça. Ta gueule. Surtout que Isildur a rien senti alors qu'il se fait manger. Non, mais c'est là, c'est ça. C'est ça. Ils se font bouffer et il y a rien. Voilà. Truc qui n'a aucun sens. Bon, ça m'a fait penser un peu à, encore une fois, référence à ce fameux film avec notre pauvre cheval Artax qui finit dans de la bouse et qui meurt là-dedans. Putain, Artax. D'ailleurs, je suis content parce que dans l'épisode, dans les épisodes 2 ou 3, certains d'entre vous ont trouvé c'était quoi le film en question. Un film qui a traumatisé toute une génération, si ce n'est deux, les années 80-90. Enfin bref, voilà. Et voilà, j'ai la ref, c'est bien, c'était bon. Enfin bref, on retourne encore chez les petites gens. Et du coup, bah, ce que j'ai plutôt trouvé sympa, c'est que l'espèce de matrone des Forteaux lui explique une légende par rapport au fait que justement les pieds velus disent qu'elles sont guidées par Sadok Burrows, ou Terrier en français, et la matrone qui leur explique, bah oui, on avait une histoire comme quoi machin chose, je sais plus quoi, Romaric, Rumaric, truc muche, Terrier, Burrow, qui est du coup un ancêtre, est parti avec un groupe dans le lointain pour essayer de trouver cette fameuse terre dont ils ont donné le nom, j'ai complètement oublié, qui doit faire référence du coup, quand tu regardes, bah en fait, ils parlent de la comté. Hein, voilà, un pays de rivières et de collines où on pourrait faire des trous pour s'installer. Il parle littéralement de la comté. Moi, j'ai trouvé ça sympa parce que du coup, ça rajoutait un côté bestiaire légendaire. Donc, c'était plutôt bienvenu. Voilà, plutôt bienvenu. Donc, c'était plutôt sympa. Et puis du coup, on a les pillards Tusken qui reviennent, qui va se moquer. Il met une mandale à la matrone qui a rien demandé. Et ils font, nous reviendrons, et quand notre chef reviendront, il va vous faire un inspecteur gadget avec mon patron et son petit chat. Nous sommes les méchants. Bref. Ensuite, on revient sur nos elfes qui font l'espèce d'enterrement, et Elrond, du coup, qui a l'air d'accuser le coup. Forcément, c'est la première fois qu'il guide des gens, et du coup, il a quelqu'un qui meurt. Donc voilà, ça fait un peu chier. Galadriel qui parle encore de son anneau, machin, que le machin chuchote. Elrond qui a toujours pas confiance au truc, mais Galadriel qui lui dit mais attends, tu devrais quand même y avoir confiance, parce que c'est quand même avec ce truc là que je vous ai dit qu'il allait y avoir une couille dans ces hauts des Galgal qui ne doivent pas exister, la putain de vos mères. Mais quand même voilà. Bref, c'est une scène rapide, on s'en bat les couilles, on passe à la suite. Un peu rompiche quand même. Donc on retourne dans la forêt qui pue le caca. Et du coup la meuf, bah, du coup elle est attachée, ils sont sur le point de la détacher, et puis oh t'as l'impression qu'ils vont s'embrasser, et puis oh
embuscade. Oh mon dieu, elle chope l'épée, elle lui fait je vais te niquer, on peut pas pardonner les gens comme moi y a pas de pardon, machin, ça existe pas. Bon, terre du milieu, machin, le pardon est partout. Donc c'est la terre du milieu. Pourquoi t'es pas venu au conseil de la terre du milieu? Parce que j'étais en famille. Tout simplement. Voilà. Ah, je serai là la semaine prochaine, hein, vous inquiétez pas. Hein. Cette légende est canon. Non, elle est pas canon. La légende des trucs Hobbit, c'est pas canon. C'est un ajout de la série. Bienvenue. Que je trouve plutôt bienvenu. Parce que c'était plutôt intéressant comme détail. Ça rajoutait un petit peu de profondeur à ces Hobbits préhistoriques. On va appeler ça comme ça. Donc voilà. Et je vais attaquer des connards avec mon Rudius. Oui, elle est ça, la bonne réplique. Non, mais je vais attaquer des connards avec mon Rudius. C'est mon Rudius. Si vous avez pas la rêve de ça, vous êtes des tanches. Marquez en commentaire si vous avez la rêve de ça sur YouTube. Donc voilà, bref, ils arrivent et à ce moment-là, Arandir qui a moi je vais juste niquer Estrid, machin, je l'ai pas. Bah vous regarderez, dites-lui dans le chat si vous avez la référence de je vais attaquer des connards avec mon Rudius. Enfin bref, et puis paf, on a Anent qui met une mandale à elle aussi, à cette femme douteuse, qui se retrouve balancée sur un rocher. Dans la logique, elle devrait avoir les côtes pétées et morte, mais bon. Oh, les gentils, on les fait pas mourir comme ça, pas aussi violemment. Allez, reparlons de Boromir qui est mort d'un nombre incalculable de flèches dans sa gueule. C'est pas faux, elle est ça, c'est pas faux. Enfin bref, et donc du coup, on voit enfin, pour la première fois, sur nos petits et grands écrans, une femme Ent. Femme N que j'ai trouvé vraiment très cool à voir, ils ont fait un design vraiment sympa, et à son côté, un homme Ent. Et le fait de voir les deux, j'ai trouvé ça vraiment beau, et la scène qui s'ensuit était très belle. J'ai eu limite la larme à l'œil, par rapport vraiment au... Tu vois Arondir dans son regard, qu'il est vraiment désolé du mal que son peuple ou les autres peuples aient pu faire. Et Arondir est pour moi vraiment un elfe qui est connecté vraiment avec la nature. Tu vois les autres elfes Nodor, machin, ouais, c'est la vite fait, mais cette scène-là, pour moi, c'est la meilleure scène de l'épisode. Parce que vraiment, t'as eu un travail qui a été fait, enfin, ça se ressent. Ismaël Khosrow-Cordova, il te fait une scène qui est vraiment belle. La femme, Ents, c'est la mère de Sylvebarbe. Bon. Pourquoi forcément la mère de Sylvebarbe? Sylvebarbe, il est plus vieux que la forêt Fangorn, il est aussi vieux que... Sylvebarbe, il me semble que dans les bouquins, c'est le plus vieil Ent de la Terre du Milieu. Le méchant est tellement ancien qu'il se rappelle même pas de tout. Il y a plein de trucs qu'il sait plus. Pour vous dire, rappelez-vous quand même, pour ceux qui ont vu en tout cas les versions longues, vous vous rappelez qu'à un moment donné, il parle des Ent femmes, et il dit qu'il ne se rappelle pas ce qu'elles sont devenues. Il ne sait pas si elles sont mortes ou pas, si elles ont disparu. Et là, il faut savoir en fait, c'est que au second âge, bah ça va être un spoil, parce que je pense qu'on le verra dans la série, à cause des machinations de Sauron, les terres de l'Est, donc le Rhovanion notamment, vont être ravagées par les guerres et les machinations de Sauron, ce qui fait que les femmes Ents vont disparaître. On sait pas où elles vont être. D'ailleurs, petit aparté, les femmes Ents vont apprendre l'agriculture aux elfes et aux hommes, et les hommes Ents, je sais plus ce qu'ils vont leur apprendre. Mais en tout cas, l'agriculture en Terre du Milieu, on la connaît grâce aux femmes Ents. Merci Yavanna, merci la création des Ents. Mais du coup, cette scène-là m'a particulièrement touché. Parce que là, je ressentais, à ce moment, dans cette scène-là, j'ai ressenti vraiment je dirais la vision de Tolkien, tout simplement. Vraiment le côté de son amour des arbres, de la protection de ceux-ci, de ces êtres qui sont plus vieux que nous. Enfin, Sylvebarbe pensait que les femmes entre apprécieraient la comté. Oui, ouais. Sylvebarbe disait aussi effectivement que si les Ents femmes, il en avait à côté d'elles, elles apprécieraient beaucoup la comté. La scène des Ents est cool, mais niveau voix en VO, désolé, mais ça se sent le trafic par ordinateur, alors que chez PG, ils ont fait un taf incroyable pour Sylvebarbe, Arondir, très cool, ça fait plaisir. Je sais pas, j'ai pas ressenti, j'ai bien aimé moi la voix, elles m'ont pas gêné personnellement. Ça allait quoi. Quand tu connais en plus l'histoire des Ents, ça ajoute encore plus dans l'émotion. C'est ça, c'est exactement ça. Pour les gens qui n'ont pas forcément lu le bouquin, bah je pense que la scène les touchera un peu, mais pour ceux qui ont lu les livres et qui savent le destin des Ents femmes, t'as mal.
t'as mal, t'es dans l'émotion, tu ressens quoi. Et pour moi ça, voilà, entre t'as le machin de Haut des Galgal qui apparaît de nulle part et qui ne sert pas le récit et qui est un non-sens absolu, et juste à côté t'as ça, épisode vraiment de je t'encule et en même temps je te fais ultra plaisir. Voilà, c'est mais donc c'est voilà cette scène là m'a mis du baume au cœur. Dans une lettre, Tolkien avait fait comprendre subtilement que les femmes Ents sont mortes à cause de la stratégie de Sauron de faire flamber les récoltes et qu'elles essayaient de lutter mais en vain. Oui, c'est vrai qu'il y a une lettre où il parle de ça, effectivement. On espérait qu'il y a des survivantes. Bah, on va voir. Du BDSM, l'épisode. Ouais, c'est ça, c'est l'épisode, c'est du BDSM. On me fait plaisir et en même temps on me baise. Mais on me baise en me faisant mal, donc du coup ça me fait plaisir quand même. C'est horrible. Donc voilà. Enfin bref, et du coup, tu sens, et t'as Arondir vraiment qui est en mode, je m'excuse au nom de tout le mal qui a été fait, je m'excuse en leur nom. Et tu vois l'ente femme vraiment qui ressent ça. Et en plus, comme les elfes ont une connexion avec la nature qui est beaucoup plus forte, et surtout les elfes sylvestres, enfin les elfes, les Quendi, les Avaris, ceux du Refus, ceux qui n'ont jamais quitté la Terre du Milieu, et qui ont vraiment vécu avec les encore plus que les Noldor, Teleri et autres autour du cul qui sont partis à Valinor, ils ont vraiment une connexion beaucoup plus forte. Enfin bref, je le dis encore une fois, c'est une scène qui m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, j'ai eu la petite fleur en plus avec ça, vraiment un petit symbole. J'ai vraiment eu la petite larme à l'œil, quoi. Par contre, faut qu'ils arrêtent de multiplier les intrigues. Il y en a tellement qu'on voit ni Númenor, ni les nains, ni Eregion durant tout un épisode. Bah, c'est ce qui était déjà un peu le cas dans la saison 1, hein. Il y avait certains épisodes qui se concentraient plus sur une partie de la Terre du Milieu et une autre sur autre. On a eu ça déjà dans les 3 premiers épisodes, comme vous remarquez, hein. L'épisode 3 c'était plus Númenor, l'épisode 1 plutôt les elfes, l'épisode 2 plutôt les nains. Comme ça, bon je go, bonne soirée tout le monde. Bah pas de soucis Calo, puis tu regarderas le reste de la rediffusion sur YouTube. Merci d'être venu. En tout cas, voilà, on nous libère du coup Theo qui est en mode ah, t'es pas mon père, je te détestais, mais bon merci de m'avoir sauvé le cul quand même, mais toujours joué aussi mal. Je suis désolé, mais l'acteur qui joue Theo, il est pas fou quoi. Enfin tu sens qu'il ça fait pas efficace quoi. Enfin, moi, l'acteur de Theo me laisse dubitatif. Et qu'il meure ou pas, j'en aurais rien à péter. Je le trouve inintéressant. Mais vraiment, hein. Et quand même, le truc bizarre, Arondir après qui dit qu'il va partir pour essayer de trouver des trucs pour choper Hadar et tout. Et il lui dit, bah t'as qu'à venir avec moi. Et après il fait, bah non, j'ai d'autres trucs à faire machin. Et après il fait, ouais, pas de soucis, Seigneur de Pelargir. Ça sort d'où? Tiens, te refoutre. Voilà ce que j'en retiens. Et puis oui. Et puis Estrid qui se réveille, et puis Isildur en mode t'embrasser, et puis t'as les mauvais hommes qui sont là et qui font ma chérie machin, et l'autre qui fait mon amour truc mèche, et Isildur qui est là. Il me casse un peu les couilles ce mec. Donc Isildur vénère qui part dans son coin, mais voilà. Donc bref, ça n'a pas de sens, et après on finit. Ah, quelle vanne. Ah oui c'est vrai, Isildur, tu ne baiseras pas. Alors tu ne baiseras pas, comme disait ma femme. Donc du coup, effectivement, c'est... Voilà, c'est tout. Pourquoi pas. Voilà, c'est quand même marrant pour sous de sa gueule, quoi. Mais en tout cas, cet épisode-là, on voit quand même... Ce que j'ai apprécié qu'Isildur, c'est que dans les parties où on le voit, il y a une tendance à évoluer et à le mettre petit à petit comme un futur chef charismatique qui fera ses preuves. Donc, tu sens qu'il est en mode stage de scout à gérer des gens. En tout cas, on revient de l'autre côté. Pendant ce temps-là, Elrond et sa bande tombent sur les orques qui sont en mode oh mon dieu. Ah oui, parce que c'est vrai, les Ents parlent du fait qu'ils ont croisé les orques en chemin, machin, et que les orques du coup remontent, mais les autres, les humains, ils sont en mode ah mais non, mais ils remontent où? Oh merde, où est-ce qu'ils vont ces connards? Mince, il faut les poursuivre. Enfin voilà. Et on voit l'armée qui arrive, qui commence à rentrer en Eregion, et sur le son de Nampat, moi j'aime bien le thème, le chant orque, je trouve plutôt cool. Avec notamment tous les orques qui marchent, et puis en fond tu vois le troll d'Amrod qui voit un arbre, au lieu de passer à côté de l'arbre il fait non, et il abaisse un arbre comme un levier. Tu fais bon, t'aimes pas les arbres, d'accord. Pourquoi pas. Ça m'a fait marrer. Et donc les elfes ils sont là, oh machin, mes trucs qui sont là et tout, et puis hop, il y a des flèches qui volent, et tu vois, bougez pas machin, et en fait bah tu vois les orques qui sont en train de faire de la chasse, machin. Et du coup, tu vois, du coup, les orques sont là, ils font
il y a une odeur, il y a un truc machin, et ça, ils sentent que ça pue l'elfe parce qu'il y en a un des elfes qui est blessé, et Galadriel la main sur ce gars qui nous fait une raie, R-A-I-E, non, une raie, R-E-Y de Star Wars en mode « Ah, ma force donne de la magie et pouf, je guéris !» Ouais, mercurochrome, exactement. Sauf que le truc qui est mal amené, c'est que oui, Galadriel a des pouvoirs de guérison assez balèzes, les elfes, à peu près tous ont ça, et genre l'anneau lui fait même littéralement faire fondre la flèche. Qui pouf, la flèche se barre, et le mec est guéri. Mais le problème, c'est que c'est mal amené, parce que ils auraient fait une scène plus tôt où tu la voyais genre guérir, et genre en mode, je découvre une capacité. Ça aurait été logique, et là, ça tombe sur le cul. Du coup, ça paraît illogique comme scène. Alors que bon, dans les bouquins, oui, elle a des pouvoirs de guérison, l'anneau, l'a fait machin, mais un peu merdique, quoi. Maintenant, parlons des orques. Hadar, il fait progresser sa putain d'armée du Mordor jusqu'au Eregion, sachant qu'il avance uniquement de nuit, plus vite que les elfes partant des Havres Gris jusqu'à Eregion, et Hadar et compagnie se sont fait remarquer sur 3000 bornes avant de envie de me défenestrer. Mais de toute façon, de base, la série, le gros problème, c'est que cette série n'est pas foutue de faire des cohérences temporelles. Ils en sont pas foutus. Et depuis la saison 1, et ça se ressent à chaque épisode. T'as des trucs, tu fais putain, mais genre ils sont pas fait remarquer une seule fois. On va pas... Il va falloir arrêter... Moi, sans déconner, le TGCM, le ta gueule c'est magique, il y a un moment donné, c'est plus drôle en fait. C'est juste... Nique ta mère la cohérence. Ça rend fou quoi. Et putain, il y a une cohérence à avoir quand même dans un film, dans une série, quand tu fais quelque chose, il faut quand même le faire. 3000 orques, je dirais pas plus de 300. ça me rappelle un épisode de Camelot encore. Enfin bref, Galadriel qui fait je vais les retenir, machin, tiens, prends l'anneau et ramène-le à Gil-galad. Non, pourquoi tu prends l'anneau? Mais non, garde l'anneau. Enfin, je sais pas quoi, dans la logique, elle aurait dû garder l'anneau parce que voilà. Sauf que quand tu réfléchis aussi, il y a le côté de pour elle, Sauron dirige les orques. Donc, si elle se fait capturer, Sauron récupère l'anneau. Donc, c'est cohérent aussi. Dans le sens de la série, c'est plus cohérent en tout cas. Dans le sens du lore, discutable. Enfin bref, Galadriel qui fait un petit combat. La chorégraphie était assez sympa. Bon, les orques qui brûlent d'un seul coup parce qu'ils sont pleins de kérosène. Oui, les orques s'habillent avec du kérosène. Du coup, ils crament. Hein? Ouais, c'est ça, ils se touchent carrément avec du gasoil, ouais. Hein? C'est ça, c'est pour ça qu'il pue la mort et qu'il colle. Elle monte sur un cheval et au lieu de se barrer avec, non, elle tire des flèches en foutant le feu un peu partout. Et au bout d'un moment, boum, elle se fait capturer. Elle tombe par terre. Elle va pour tirer sa flèche, une flèche enflammée. Encore une fois, les flèches enflammées, c'est pas comme ça c'est la série, c'est des films. Toujours pas foutu de faire des vraies flèches. Bref. Et puis, tu vois une main qui fait ça, qui étale la flamme dans sa main. Et tu vois Hadar qui balance, pour moi, une punchline parfait. Qui lui dit dans un quenya parfait, Elencina lumen ometiel vo, Galadriel. Et ça veut dire une étoile brille sur l'heure de notre rencontre. C'est littéralement une phrase qui n'a pas été dite dans les films de Peter Jackson, alors que c'est littéralement comme ça que Frodo se présente aux elfes. Parce que Bilbo lui a appris la phrase. Donc quand je vous dis cet épisode-là, c'est un pied de nez à Peter Jackson pour faire « Hey, ça tu l'as pas fait, et nous, on va le faire !» Voilà. Ça finit comme ça, et ensuite, le générique de fin, c'est une musique du coup de Tom Bombadil, écrit par Tolkien. Donc paroles qui n'ont pas été inventées, enfin si inventées, mais par le professeur lui-même. Donc c'est une vraie chanson qu'ils ont du coup faite, et le fait de l'avoir entendu comme ça, c'était vraiment cool. J'ai peur que les armées soient petites par rapport à l'ampleur qu'ils devraient avoir. En tout cas, quand tu lis les bouquins, l'armée qui attaque les Eregion est vraiment balèze. C'est genre des milliers, voire si c'est pas des dizaines de milliers d'orques. Quand Sauron attaque les Eregion. Je répète, Sauron attaque les Eregion, pas Hadar. Mais bon, de toute façon, dans la série, ils ont fait le truc. Voilà, ils ont décidé que c'était comme ça que ça se passait. Ils ont trouvé des petites combines pour que ça corresponde au lore de la série. Et pas des bouquins, mais bon. Tu sais, comprends pourquoi la Terre du Milieu fait la taille de la Bretagne dans la série. Elrond à l'anneau, what the fuck. Oui, c'est ça, Elrond qui se retrouve du coup avec un anneau alors que pourtant il voulait pas y toucher. Enfin, voilà, donc c'était du coup l'analyse un peu qu'on a faite et les remarques que j'avais à faire par rapport à cet épisode 4.
Donc on est à l'épisode 4, on est à la moitié de la série. De ce qu'on nous disait, le siège d'Eregion va être très long, il devrait faire 2 ou 3 épisodes. Donc peut-être que dans l'épisode 5, la semaine prochaine, nous aurons le début de la bataille d'Eregion. Donc voilà, parce que voilà, il devrait être des centaines de milliers d'orques minimum pour moi. Bah, il me semble que c'est plutôt des dizaines de milliers d'orques dans les bouquins. Il n'y a rien de logique dans la série, il faut clairement prendre sa cervelle, balayer tout l'ouvrage de Tolkien, remettre sa cervelle, l'optimiser, puis seulement lancer l'épisode. C'est un peu ça. Après, le truc, c'est que la saison 2 fait un meilleur travail que la saison 1, c'est un fait. Et je le dis à chaque fois pour chaque épisode, c'est un fait, la saison 2 est meilleure. Toujours rempli autant de problèmes et de trucs qui vont pas du tout, notamment la putain d'incohérence des hauts des Galgal qui n'ont vraiment non seulement servi à rien, à part dire le mal est plus fort, machin, mais surtout foutre une incohérence des plus absolument bordéliques. J'ai même pas les mots pour définir ce moment où j'étais en mode mais putain mais c'est quoi cette merde? Mais du coup, à côté de ça, il y a Tom Bombadil qui m'a fait plaisir à voir. Et surtout, la scène avec Arondir et l'ente femme où tu fais putain, là j'ai ressenti quelque chose. Pour la première fois dans cette série, il aura fallu quand même 12 épisodes pour que je ressente quelque chose. C'est dire. Anachronique as fuck, c'est ça, c'est anachronique as fuck. Enfin bref, donc du coup voilà, c'était mon avis de l'épisode, là du coup, avec spoil. Dites-moi en commentaire YouTube ce que vous en avez pensé. Donc nous YouTube en tout cas on se retrouvera la semaine prochaine pour mon analyse de l'épisode 5. Et après comme d'habitude n'hésitez pas à venir sur Twitch pour voir mes avis en avance et même voir tout simplement les lives que je fais pour pouvoir discuter, échanger là-dessus tout ça. Donc n'hésitez pas à venir comme d'habitude. Et ceux qui étaient sur le chat, merci à vous d'être venus, d'avoir participé dans le bordel. Donc concernant YouTube en tout cas voilà, je vous souhaite une bonne soirée, commentez, machin tout ça, et merci encore une fois aux donateurs de soutenir du coup la chaîne et tout le reste. Donc bah encore et puis aussi merci encore à ma femme de m'aider à faire du coup à prendre des notes, pardon, à prendre des notes pour du coup que bah je puisse être plus efficace lors de mes explications. Et bah du coup je me rends compte que l'épisode est plus long que prévu, hein, donc on est presque à 1 heure YouTube. Donc, je vous avais dit, hein, plus de trucs à dire. Enfin, les 3 épisodes, c'était les 3 épisodes, fallait que je fasse ça très vite. Là, l'épisode, la 4, là, voilà, les autres, je vais pouvoir prendre un peu plus mon temps. Enfin, bref. Donc, bonne soirée à tous, et merci d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui l'auront regardé, et abonnez-vous, bordel. Abonnez-vous.